Ce matin, nous sommes de nombreux élus, qui ont troqué d'ailleurs leur écharpe pour le maillot du Paris Saint-Germain, de nombreux élus de deux agglomérations du sud francilien, Grand Paris Sud, Seine et Essonne-Sénart, présidé par Michel Visson, maire de Lieusaint, et Cœur d'Essonne Agglomération, présidé par Éric Brève, maire de Levic. Nous sommes nombreux pour ouvrir les portes de cet hippodrome et surtout pour présenter ce foncier, ce lieu, à la presse qui s'est saisie depuis de nombreux mois maintenant du sujet du déménagement du stade historique du PSG sur un autre lieu francilien. Vous le savez, une compétition territoriale est ouverte par le club lui-même et nous avons répondu très récemment, de façon très officielle, le 9 janvier dernier, à cet appel à concurrence territoriale. Pourquoi nous sommes si nombreux? C'est parce que nous avons l'intime conviction que le site que nous proposons est un site exceptionnel, unique et idéal pour l'implantation du stade, du futur stade du Paris Saint-Germain et de son village. C'est ça. Donc on voudrait faire la démonstration ce matin avec une présentation très synthétique. Évidemment, les présentations peuvent être prolongées d'un point de vue technique, puisqu'il est vrai que les questions d'urbanisme, d'aménagement sont des questions extrêmement complexes, et même pour des journalistes très affûtés, c'est toujours difficile de rentrer dans ces sujets, surtout que la plupart des journalistes qui nous suivent sont essentiellement des journalistes sportifs, et pas forcément acclimatés, acculturés à ces sujets d'une grande complexité. Pourquoi ce site est idéal? D'abord, parce qu'il est grand. Il est extrêmement généreux. On indique sur tous nos plans et nos documents transmis à la direction générale du club les 100 hectares de la friche de l'hippodrome qu'on vient rapidement de visiter, mais aussi les 17 hectares que les habitants centre-essonniens connaissent bien, la friche de l'ex-usine Ludanone qui a longtemps été un des phares de notre économie locale. 100 hectares dans la zone urbaine dense et en même temps suffisamment éloigné des premières habitations pour nous permettre d'avoir l'ambition de développer un projet urbain aussi ambitieux que celui du Paris Saint-Germain. Sa première caractéristique, c'est celle-ci, c'est d'être un espace extrêmement grand, extrêmement vaste, extrêmement confortable pour un projet urbain d'envergure. Si on dézoome légèrement au-delà des 100 hectares stricto sensu dont on parle beaucoup, vous avez, pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres, sur la commune de Bonduc, et je salue Jean Hart au premier rang, un autre foncier qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Germain. C'est une option, c'est le fameux stade Bobin, un stade de 20 000 places disponible, qui n'a pas tout à fait trouvé depuis sa création sa vocation et qui pourrait servir à des activités proposées par ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. On pense évidemment, et très spontanément, aux équipes féminines qui ont besoin d'un lieu à la fois d'entraînement et de diffusion de leur match. On pense aussi aux espaces qui sont au-delà des deux friches principales, puisque nous disposons, c'est peut-être la carte de RIS qui sera éloquente, je ne sais pas si quelqu'un peut me l'apporter. On pense aussi à 100 autres hectares. 100 plus 100. Pourquoi? Parce que si nous ouvrons à l'urbanisation ces 100 hectares, hippodrome plus friche de l'ex-usine Ludanone, on pourrait aussi penser à plus grande échelle la valorisation de terres
ici 35 hectares, ici 65 hectares, le poumon vert et ce qu'on appelle les 60 arpents, où s'est développé pendant près de 20 ans un centre équestre. On pourrait imaginer un projet à forte plus-value écologique, puisque nous savons que ces terres en question, les deuxièmes 100 hectares, ont des fonctionnalités écologiques reconnues. C'est une proposition, c'est aussi une option. Il y a l'option Bobin, il y a l'option des 100 hectares supplémentaires. Ça, c'est la première caractéristique. On a un espace immense, et ici, si on imagine le village du PSG avec en son cœur le stade du Paris Saint-Germain, on ne le fera pas au chausse-pied, et on le fera sans risque. La deuxième caractéristique, c'est que tous ces terrains, et essentiellement les deux terrains principaux, sont des terrains publics. Ils appartiennent à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et actuellement portés par un outil que les élus connaissent bien, l'établissement foncier de la région Île-de-France, pour notre compte, pour le compte de notre intercommunalité. C'est un avantage considérable puisque c'est le bloc local, l'agglomération plus les communes concernées qui sont titulaires de l'ensemble des prérogatives pouvant décider avec le club de l'avenir de ce foncier. Ce qui simplifie beaucoup un projet d'aménagement, puisque souvent la question foncière est parfois dirimant, elle empêche certains, parce que vous avez une multiplicité d'acteurs, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On unifie le dialogue entre un acteur économique, un grand club sportif et un bloc local qui est unifié autour de l'idée de la cession et de la valorisation. La troisième caractéristique, et qui est très rare, c'est que nous avons un foncier qui est sans servitude. Sans servitude. Il y a souvent des servitudes en sous-sol, en surface ou aérienne, des contraintes physiques, réglementaires, qui empêchent en fait tout projet urbain. Ici, aucune réglementation, aucune contrainte physique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du foncier qui peut trouver sa destinée avec un projet urbain d'envergure. C'est pas rien cet avantage, parce que quand on fait des comparaisons avec certains de nos concurrents, il y a quand même quelques sujets qui peuvent être compliqués à dépasser. Générosité, terrain public, absence de servitude, et puis c'est évidemment sa situation à proximité du bois de Sainte-Eutrope. 230 hectares de bois, c'est un peu notre bois de Vincennes et notre bois de Boulogne à nous. C'est un bois remarquable, mais qui aujourd'hui a très peu d'usage. Il est très peu intégré dans la vie de nos habitants. Et il est vrai que si nous animons sa lisière avec l'installation d'un stade, du village de la PSG, alors ce bois pourrait retrouver sa vocation originelle et faire partie du quotidien des habitants sautressoniens et plus largement du sud francilien. C'est toute la stratégie d'aménagement des grands bois parisiens. Ici, nous avons un collecteur métropolitain qui n'attend qu'une seule chose, c'est de trouver sa place dans la dynamique métropolitaine. L'autre avantage, c'est son accessibilité. Alors beaucoup de presse, beaucoup de papiers sur le sujet nous placent en fragilité sur cette question. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors là, il est vrai aussi que la technicité des voies de communication, qu'elles soient routières, autoroutières ou ferroviaires, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais enfin, ce foncier, il bénéficie d'accès autoroutier extrêmement puissants. L'autoroute A6, l'autoroute du Soleil, qui nous mène au sud de la France et aux pays du sud de l'Europe. Première autoroute, la Francilienne, qui est le deuxième périphérique de la région Île-de-France. Deux routes majeures qui
sont en lisière, qui flirtent avec les terrains, qui arrivent dans l'hippodrome. Les deuxième réseau, évidemment, c'est le réseau ferroviaire, à grande capacité, c'est le RER-D, dont la gare, c'était indiqué sur le petit film, dont la gare est à 900 mètres. Lorsqu'on travaillait le sujet avec la Fédération française de rugby, avec le dossier avec lequel il peut y avoir quelques analogies, on avait fait la démonstration qu'on avait quasiment la distance idéale pour cheminer en toute sécurité dans un stade de 82 000 places. Parce que 900 mètres, 1 km, c'est la distance qu'il faut pour gérer un flux aussi important. Évidemment, il nous faudra construire une passerelle, mais les plans sont déjà faits, parce qu'on y a travaillé il y a quelques années avec Pierre Camou et Serge Blanco. La gare RER, D, et puis la gare du tramway, qui elle est positionnée entre les deux friches, entre la friche de Lue et la friche de l'hippodrome, qui nous relie directement, comme un système de rabattement, avec le RER C. Donc nous avons 2 autoroutes, 2 RER, grâce à la liaison du tram. Je pense que ça nous permet de réfléchir sereinement au cheminement vers le stade. Et les 2 réseaux ferrés, ils arrivent eux aussi, comme les routes, au cœur. Là aussi, quand on compare avec les concurrents, j'invite les journalistes à faire cette instruction, ça nous donne un avantage certain. Par ailleurs, il y a d'autres voies de communication qu'il faut rappeler. Évidemment, la Nationale 7, la Seine, qui nous relie directement dans ses archétypes à Paris, à la capitale, qu'on peut aussi utiliser évidemment avec un moindre flux, mais qu'on peut aussi utilisé pour transporter quelques supporters ou visiteurs. J'indique que sur le RER-D, qui défraie la chronique très souvent, puisqu'il a subi un déficit d'investissement pendant presque 30 ans, et on le sait ici, de très nombreux investissements sont d'ores et déjà fléchés dans les schémas directeurs. Les RER nouvelle génération, les rames, les premières rames ont commencé à arriver. Nexteo, qui est le système électronique qui permet une meilleure fluidité du trafic, et le terrier de Bercy, ce qu'on appelle le terrier de Bercy, c'est cet ouvrage à l'entrée de la gare de Bercy qui nous permettra de séquencer plus de trains qu'aujourd'hui. Par ailleurs, un autre investissement du Grand Paris Express, c'est la création de la ligne 15, nous permettra aussi, grâce à un système de rabattement avec cette ligne, de connecter notre territoire, le site dédié au Paris Saint-Germain, avec tout l'ouest parisien, puisque la ligne 15 nous permet cela, avec le RER-D et avec le RER-C. Ça, c'est des investissements qui sont lancés et qui arriveront à échéance de 2030, 2031, 2032, c'est-à-dire dans la temporalité de ce qui est prévu pour la construction du stade et de son village. Ce sont des avantages importants. On s'est livré, par ailleurs, et compte tenu de ces caractéristiques, à un exercice un peu complexe, c'est celui de regarder la temporalité de la mise en œuvre d'un projet comme celui-ci. Le bloc local s'est réuni, la ville, l'agglomération et les services de l'État, j'insiste, et les services de l'État, pour mettre en ordre l'ensemble des procédures préalables à la réalisation d'un tel projet. Et quand on affiche aujourd'hui dans le dos de nos maillots Objectif 2030, c'est le résultat de ce travail extrêmement technique opéré par les 3 administrations qui auront à gérer les questions des procédures préalables. Et on fait la démonstration auprès du Paris Saint-Germain que l'objectif 2030 n'est pas une lubie. C'est réellement faisable à 2 conditions précises. Je l'indique là. 1,
que la programmation du PSG, il y a beaucoup de scénarios au sein des équipes du PSG, il y a des débats sur la jauge du stade, sur les aménités qu'on peut poser autour de l'enceinte principale, etc. Ils n'ont pas stabilisé leur programmation. Mais là, la première condition pour réussir l'objectif 2030, c'est que, la programmation du projet PSG soit stabilisée avant la fin de l'année. Et la deuxième condition, c'est que le stade soit construit en 3 ans. Si on a ces deux garanties, alors toutes les procédures préalables, études environnementales, saisine de la Commission nationale du débat public, les fouilles archéologiques, etc., enfin tout ce qu'on connaît habituellement lorsqu'on fait de l'aménagement, ça peut être traité et toutes ces hypothèques peuvent être levées. Je finis par une autre caractéristique du terrain après son accessibilité. Je parle de friche. L'hippodrome, c'est une friche. Le site de l'ex-usine Danone, c'est une friche. C'est quoi des friches? C'est des terrains qui sont anthropisés. C'est des terrains qui ont été abîmés par l'activité humaine. Nous le savons. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on propose au Paris Saint-Germain, c'est pas de commettre une erreur écologique, presque un écocide, en urbanisant des terres qui seraient fertiles ou agricoles, c'est d'urbaniser des terrains qui n'ont plus de fonctionnalité hydrique, agronomique, ou très peu de fonctionnalité hydrique, agronomique, climatique ou de biodiversité. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que les administrateurs du PSG ont cette sensibilité. Ils le savent parce que, d'abord, il y a le précédent d'Europa City, qui était porté par un très grand acteur économique français et qui a échoué pour ces raisons. Et puis, il y a Grignon aussi. Ce domaine de Grignon que le PSG pensait pouvoir acheter pour y faire un projet aussi de grande ampleur et qui n'a pas été acheté pour le Paris Saint-Germain parce que le domaine de Grignon recélait une grande valeur écologique. Donc, pour toutes ces raisons, on pense vraiment que le site que nous proposons au Paris Saint-Germain est un site idéal. C'est un site d'exception pour un projet d'exception. Et je finis par vous livrer, c'est pas un secret, mais moi je suis maire depuis 12 ans, ici. Si on avait dû vendre ces terrains, j'aurais pu le faire 15 fois. 15 fois. Pour de la logistique, pour du logement, des opérateurs du commerce, avec la saturation commerciale qu'on connaît en Centre-Essonne et en Seine-et-Marne. Donc ce terrain, il attire beaucoup d'investisseurs. Et ce qu'on a toujours fait, tous les élus qui se sont succédés, Jean pourrait en témoigner, cette pépite, on veut la réserver pour un projet extrêmement signifiant pour tout le sud francilien. C'est ça notre intention. C'est pour ça que cette réserve foncière, on est prêt à la céder à ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Et on est sûr qu'ici, l'avenir de ce club de rang mondial sera assuré pour le moyen et pour le long terme. C'est ça notre certitude, parce qu'on va sécuriser leur investissement. C'est ça le message qu'on voulait vous adresser aux vôtres. Merci Stéphane, je crois que tout a été dit et bien dit, non? Si, bien dit. Et ajouter... oui, il y aura des questions. Oui, il y a des questions. J'ajoute quelques mots, comme ça il y aura encore un peu plus de questions. On voit bien, et ça a été très bien présenté, qu'on est sur un grand projet. Un grand projet d'ampleur régionale, nationale, voire internationale, puisque c'est l'ambition du Paris Saint-Germain. Quelles sont les conditions de réussite d'un grand projet? La condition première, c'est l'unité politique. Il n'y a pas, en France, un grand projet qui sort s'il n'y a pas une unité politique.
Cette unité politique aujourd'hui, elle existe sur le territoire, puisque les 23 maires sont quasi ici, vous représentez, mais enfin quasi ici, et bien au-delà, puisque l'agglomération Cœur-d'Essonne, voisine, est aussi représentée. C'est un bassin de vie de 600 000 habitants qui donc porte d'une certaine manière cette candidature. Et ça, c'est absolument essentiel qu'il y ait une unité politique de l'ensemble des élus et qui voient bien l'apport que cela peut avoir pour leur population. L'unité politique, elle est incontournable, elle n'est pas suffisante, il doit aussi y avoir une unité de l'écosystème, et quand on parle d'écosystème, ça signifie que à la fois nos universités, nos entreprises, nos grandes écoles soient partie prenante de ce projet-là, parce que pour l'université, ils y voient des opportunités en matière de formation supérieure supplémentaire, parce que nos entreprises y voient évidemment des travaux colossaux, mais aussi une attractivité renforcée, et donc du rayonnement qui impactera à la fois les entreprises comme nos propres habitants. Bref, il y a cette ferveur d'une certaine manière de l'écosystème, et toutes les entreprises que nous pouvons recevoir, que nous côtoyons, nous disent évidemment combien avec nous elles soutiennent cette initiative. Donc il y a, je crois, vraiment une synergie de l'écosystème très élargi autour de cette candidature. Ça, ce sont des conditions qui sont absolument incontournables. Il y en a ensuite une troisième, qui est celle du terreau. Est-ce que sur notre territoire, il y a un terreau favorable au sport? Est-ce que le sport est présent sur notre territoire? Ben oui, il est très présent. Il est très présent parce que nous sommes dans des communes qui sont populaires. Le sport fait partie, j'allais dire, de notre ADN. Le sport est très présent parce que nous avons des projets que nous portons à travers le cluster sport, à travers des académies, à travers des centres de formation. Je regarde Jean, je regarde Yann, puisque le conseil départemental de l'Essonne est évidemment partie prenante de toute cette aventure. J'aurais pu regarder Philippe, je ne sais pas s'il est parti ou s'il est encore là, parce qu'il a beaucoup porté les 5000 équipements sportifs dans les quartiers. Bref, il y a sur notre territoire une appétence sportive qui est, j'allais dire, historique et qui s'exprime évidemment par nos populations et singulièrement par notre jeunesse. Quatrième élément qui est important, tout grand projet, et ça Stéphane l'a développé, tout grand projet doit répondre aux canons de l'écologie qui sont ceux d'aujourd'hui, et immanquablement, quand on est dans des collectivités, Cœur-d'Essonne tout autant, qui portent la transition sociale et écologique, nous devons impérativement, effectivement, de porter cette dimension écologique et donc de privilégier de l'urbanisation sur des terrains qui sont anthropisés. Je rappelle que l'agglomération Grand Paris Sud, sur les 1350 hectares détenus par l'État et les collectivités pour urbaniser, 1000 ont été sanctuarisés pour l'agriculture. 1000 ont été sanctuarisés par l'agriculture. Ce qui veut dire que cette dimension écologique, nous la portons. Et si nous proposons aujourd'hui au Paris Saint-Germain de venir s'installer sur Ris, c'est bien parce que cette dimension écologique, elle est parfaitement prise en compte. Et puis enfin, peut-être, dernier élément, est-ce que ce projet a un sens pour notre territoire, pour notre département, pour nos départements? Assurément oui. Est-ce qu'il a un sens pour la région? Assurément oui aussi, et ça c'est important, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on le voit à travers le nouveau schéma directeur Île-de-France écologique, sur lequel il y a une volonté, effectivement, de donner plus de place à la Grande Couronne, parce que c'est la Grande Couronne qui tire aujourd'hui la région Île-de-France. Et on a besoin de sortir de la zone dense, on a besoin de sortir de Paris, bref, on a besoin d'une région beaucoup plus équilibrée, avec des lumières, avec des aménités qui se posent ici et là, pour donner corps à cette région qui ne doit pas être refermée sur Paris et refermée sur elle-même. Et je crois que c'est tous les schémas d'urbanisme le disent aujourd'hui. Dans les 20 ans, dans les 30 ans, c'est ce qui se passera sur la région. Ben, c'est tout simplement ce que nous anticipons ici. Voilà. Donc un écosystème élu, un écosystème entreprise, un écosystème universitaire qui porte, un terreau favorable au sport, une ferveur qui s'exprime de la part de nos habitants. On discutait avec Stéphane et on se disait qu'il nous fallait même contenir d'une certaine manière nos habitants qui ont évidemment envie de faire part de cette ferveur, mais voilà, chaque chose en son temps. Une dimension écologique parfaitement prise en compte et puis une intégration dans une stratégie de l'Île-de-France qui est tout simplement parfaite. Pour finir, Grand Paris Sud, GPS, PSG, on a déjà mis 3 lettres, on les a pas pour l'or, mais je suis sûr que
mon jeu de mots. Bon, écoutez, il y a énormément d'enthousiasme. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme sur une candidature de ce type et à Cœur d'Essonne. Et je remercie les nombreux élus de Cœur d'Essonne qui sont présents ici. Stéphane a parlé de compétition entre GPS et Cœur d'Essonne. Il n'y a pas de compétition. Il y a un travail partenarial depuis de très nombreuses années et ça nous a semblé tout à fait naturel de soutenir la candidature de nos voisins, puisque le bois de Saint-Eutrope, c'est pratiquement 80% sur Cœur d'Essonne, sur la ville de Fleury-Mérogis. Et c'est vrai que moi, je vois un enthousiasme. Encore ce week-end, il y a une manifestation de cerfs-volants sur la base qui est à même pas 1,5 km, avec des gens, des Cœurs d'Essonniens en grande majorité, qui sont vraiment, qui ont envie que ce dossier soit retenu et que le PSG vienne ici. Il n'y a pas de compétition parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble sur beaucoup de sujets, le commerce, les transports et l'agriculture. Michel l'a rappelé, il y a des grands projets agricoles. Et donc pour nous, à Cœur d'Essonne, ça nous a semblé tout de suite naturel et les élus n'ont pas hésité une seule seconde à soutenir cette candidature et c'est particulièrement important, Michel l'a rappelé. C'est pas seulement la candidature de 350 à 400 000 habitants, c'est la candidature de 600 000 habitants si on additionne Cœur d'Essonne et GPS. Ce qui est quand même important, et c'est sans doute le seul dossier où on a deux territoires qui s'associent, qui sont ensemble, qui portent ensemble cette candidature et tout au long de ce processus, on va, nous, à Cœur d'Essonne, continuer à porter, d'abord parce qu'on est tout à fait enthousiaste, mais surtout on est voisins. On sait, nous aussi, on a l'habitude d'accueillir de très grandes manifestations et Stéphane rappelait les questions de transport quand vous accueillez 450 000 personnes sur 3 jours. Croyez-moi, les questions de transport, on sait faire. Et avec nos collègues, en partenariat d'ailleurs avec GPS sur cette grande manifestation qui est la fête de l'humanité, on travaille les questions de transport. Donc on a des habitudes de collaboration, des habitudes de partenariat et de travail ensemble. Et c'est important parce que ce projet, il est vraiment structurant pour ce territoire, et j'englobe Cœur d'Essonne Agglomération. Il est vraiment structurant pour nous, il a de grandes forces, et il aura un impact très fort sur ce sud francilien qui, comme l'a rappelé Michel, aujourd'hui est vraiment la locomotive dans cette grande Île-de-France. C'est pour ça que nous sommes nombreux, c'est pour ça qu'avec nos collègues, nous nous associons avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Bien sûr, et on y voit cette opportunité. On a rappelé les questions de l'écologie, elles sont prégnantes à Cœur d'Essonne comme à GPS. La question du bois de Saint-Eutrope est une question qui nous occupe et qui nous préoccupe depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que c'est un écrin vert extraordinaire. Et dans cette candidature, c'est aussi l'occasion de porter cet écrin vert, de faire en sorte que nos habitants de nos territoires puissent profiter de ce poumon vert qui est idéalement placé et qui est conséquent puisque c'est un peu plus de 100 hectares. Voilà pourquoi Cœur d'Essonne s'associe, il n'y a pas compétition, il y a une envie commune de porter cette candidature et je ne doute pas, moi, un seul instant, que le PSG arrive ici avant 2030. Ce qui d'ailleurs va nous permettre d'y aller plus souvent puisque finalement ça sera juste à côté. Voilà, et je pense que nos habitants, il y a une vraie demande de nos habitants sur cette question-là, il y a une vraie envie, on l'a vu ce week-end. Tout le monde sait aujourd'hui que Cœur d'Essonne et GPS sont ensemble sur cette candidature. Ça fait rêver, vraiment, ça fait rêver, et il n'y a pas un seul instant où nos habitants ne nous disent pas on a besoin, on a envie, on a besoin d'avoir le PSG ici parce que c'est l'endroit idéal, il y a énormément de potentialités et encore une fois, je ne vois pas d'autres territoires aujourd'hui qui ont tous ces atouts et qui ont surtout cette force, Michel l'a rappelé, cette force d'élus qui sont ensemble, mais aussi d'habitants et moi je tiens vraiment à associer nos habitants parce qu'ils sont en demande de l'arrivée du PSG dans notre territoire. Voilà pourquoi Cœur d'Essonne est là et je remercie mes collègues qui sont nombreux pour soutenir cette candidature qui d'ailleurs n'a fait aucun débat dans Cœur d'Essonne. Au moment où on a dit on va soutenir la candidature de nos collègues, quand Stéphane m'a appelé, vraiment pour une fois il n'y a pas eu de débat, tout le monde était derrière cette candidature. Voilà.